Bienvenue sur Nature Nomade. Nous, c'est Pauline et Hubert, deux amoureux du vivant, toujours en vadrouille entre jungle et fonds marins avec un appareil photo toujours prêt. Hub, il est botaniste, plongeur et roi des excursions improvisées en tongs. Et moi, Pauline, je suis éthologue, passionnée par toutes les bestioles, mais particulièrement celles à poil. Aujourd'hui, on ne cherche pas à voyager pour tout voir, mais pour mieux regarder. On photographie les beautés du monde, sur terre et sous l'eau, et on partage nos aventures, quelques galères, et bien sûr, nos meilleures adresses de resto. Alors abonne-toi et embarque avec nous pour cette aventure de passionnés. Salut à tous. On est dans le sud-ouest de l'Inde, dans l'état du Kerala, près du parc de Nagarol, dans lequel est recensé plus de 150 tigres. Alors on va essayer d'en voir, on va enchaîner les safaris, que ce soit avec notre voiture ou avec les jeeps du parc. Et on se retrouve un peu plus tard pour faire le bilan. Nous atterrissons à Kochi, sur la côte sud-ouest de l'Inde. L'aéroport international de Kochi est le premier au monde entièrement alimenté à l'énergie solaire. Dès l'ouverture des portes de l'avion, l'air est dense, 33 degrés, près de 70% d'humidité. Donc voilà notre voiture, elle va nous accompagner pour la semaine en safari. Et bien sûr, on roule à gauche, donc c'est Hubert qui s'y colle. Pas de rond-point, ni de stop, ni de feu rouge. Ici, c'est le klaxon qui fait la loi. Il n'a pas intérêt à tomber en panne. On prévient, on négocie cordialement, et personne ne s'énerve jamais. La route est occupée en permanence. Tuk-tuk, scooter, bus, camion, voiture et piétons. Sortir de Kochi ne signifie pas quitter la ville. L'urbanisation est étirée le long des axes routiers. Les trottoirs sont inexistants. Les piétons marchent directement sur la chaussée. Leur confiance en cette circulation désordonnée m'impressionne. Au bout d'une heure, une surprise, des éléphants accompagnés d'hommes. Ces processions sont fréquentes dans le Kerala, notamment lors des festivals de temples appelés Puram. Les éléphants sont décorés de parures dorées et participent à des défilés rassemblant plusieurs dizaines d'éléphants et des milliers de participants. On se rapproche du littoral. Des stands de vente d'accessoires de plage ponctuent la route. Un pont franchit un sanctuaire pour oiseaux. Forcément, on descend voir. Le Kadalundi Bird Sanctuary a été créé en 2007 pour préserver une zone humide sur la côte du Kerala, à la confluence entre les rivières Kadalundi et la mer d'Arabie. Cette mosaïque d'habitats attire chaque année des dizaines d'espèces d'oiseaux migrateurs venus d'Asie centrale et d'Europe. On retrouve par exemple nos aigrettes garzettes. Elles s'activent en courant dans l'eau, utilisant leurs pattes pour faire jaillir les poissons. Les plumages des mouettes du Tibet changent selon la saison. En période de reproduction, la tête est brun chocolat, alors qu'en hiver, elle devient blanche. De l'autre côté du pont, les familles profitent de la plage en cette fin d'après-midi. La pêche à l'épervier est une technique ancestrale. Elle se transmet de génération en génération par l'enseignement pratique d'un geste précis. Chaque lancer décrit un cercle parfait au-dessus de l'eau. Le tuile retombe en silence et piège les poissons dans les eaux peu profondes. À quelques mètres, des aigrettes de récif et des aigrettes garzettes en profitent pour capturer les proies désorientées par les filets. Devant notre premier coucher de soleil, on s'interroge. Dans ce territoire intensément occupé, quelle place reste-t-il pour la faune sauvage ? Et notamment pour celui que nous sommes venus chercher, le tigre. Nous quittons Kadalundi au lever du jour, direction l'intérieur des terres vers les reliefs du Wayanad. Nous entrons dans les Ghats occidentaux, une chaîne de montagnes classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'un des grands réservoirs de biodiversité de la planète. On y recense plusieurs milliers d'espèces végétales, dont une part importante est endémique. Le trajet est court sur la carte, 100 km, mais il nous faudra 3h30 pour le parcourir. Nous arrivons finalement à proximité de l'hôtel, installé au pied d'une colline couverte de jungle. En contrebas, des parcelles cultivées en rizières sont maintenues en eau par un réseau de diguettes. De petites cabanes surélevées permettent de surveiller les cultures. La présence humaine limite les dégâts causés par les oiseaux ou les éléphants en périphérie des zones forestières. Immobile, un crabier de grès chasse à l'affût. Son plumage brun-beige le rend invisible dans la végétation. Mais dès qu'il s'envole, ses ailes blanches contrastent fortement avec l'environnement. Un ruisseau traverse la zone, on y rencontre une grenouille sauteuse. Elle est capable de se déplacer rapidement à la surface de l'eau, presque en courant dessus pour échapper aux prédateurs. Les potagers font la transition entre les rizières et le village. Le Wayanad culmine autour de 700 à 2100 mètres d'altitude. C'est une zone de transition écologique majeure, connectée à plusieurs réserves importantes, dont Nagarol et Bandipur. Cet ensemble forme une partie de la réserve Nilgiri-Biosphère, un territoire clé pour les grands mammifères indiens. C'est dans ces forêts que vivent encore les éléphants, les gores, les léopards et le tigre. Le lendemain, au lever du soleil, nous partons randonner dans la réserve forestière Padiri. Le sentier s'enfonce entre les bambous immenses, les tiges s'entrechoquent et grincent au moindre mouvement d'air. Les oiseaux se manifestent surtout par leur chant, les observations visuelles restent rares. Un motif mélodique complexe attire notre attention. C'est celui du chaman à croupion blanc, un passereau discret. Son chant est l'un des plus élaborés de la région. Plus haut, un bruit répété, sec. C'est un pic de Malabar qui martèle un tronc à la recherche d'insectes xylophages. Son activité contribue à la dynamique de la forêt. En creusant le bois, il crée des cavités qui seront ensuite utilisées par d'autres espèces. Le guide s'arrête devant un arbre. Son tronc est marqué d'une large entaille dont une résine sombre s'écoule. Elle est appelée damar noir.
En médecine ayurvédique, elle est utilisée pour traiter les affections respiratoires, les inflammations et les douleurs articulaires. Les animaux s'en servent aussi pour soigner des plaies superficielles. Dans cette région du Wayanad, les éléphants sauvages sont fréquents. Chaque année en Inde, plusieurs centaines de personnes meurent dans des interactions avec des éléphants et de nombreux animaux sont également tués en retour. Pour limiter ces conflits, différents systèmes ont été mis en place. Des fossés larges et profonds de plusieurs mètres empêchent les éléphants d'accéder aux cultures. Il y a aussi des clôtures électriques qui ne fonctionnent généralement que la nuit. L'objectif n'est pas de blesser, mais de dissuader. Plus loin, le guide s'arrête près d'une zone humide. Il prélève une grande feuille de Colocasia esculenta, appelée plus communément le taro. Cette plante est comestible, mais uniquement après préparation. On mange d'habitude le tubercule, mais ici, le guide nous montre comment préparer les feuilles. Un bourdonnement sourd attire notre attention. Accrochés à une branche, des centaines d'abeilles sauvages couvrent la surface de la ruche. Le miel sauvage est l'une des spécialités de la région, mais ne comptez pas sur moi pour y plonger la main. Un peu plus loin trône une termitière d'environ 3 mètres de haut. À l'intérieur, la température et l'humidité restent relativement stables grâce à un système de régulation thermique. Nous ressortons de la jungle et retrouvons les habitations et les cultures environnantes. Les vaches paissent sous des palmiers d'arec. Leurs fruits servent à la préparation du bétel. On associe une feuille de piper bétel à la noix d'arec à laquelle on ajoute de la chaux. L'ensemble est ensuite mâché lentement. Puis arrivent les cultures de café. Les plants sont à l'ombre d'arbres plus hauts qui maintiennent une humidité stable. La récolte se fait à la main en plusieurs passages, en sélectionnant uniquement les cerises mûres. Entre les rangs, d'autres cultures s'insèrent naturellement. Le poivre, par exemple, grimpe directement sur les troncs utilisés comme support. Le Kerala est historiquement un carrefour de commerce des épices. Dès l'Antiquité, ces montagnes alimentaient des routes commerciales reliant l'Inde à l'Europe et au Moyen-Orient. La rivière Kabini prend sa source tout près d'ici dans les Ghats occidentaux. Elle est un corridor écologique majeur. Elle relie différents habitats, forêts, plaines herbeuses et zones humides, et permet les déplacements de nombreuses espèces. Sur les berges, les lamandières s'activent. À proximité, leurs enfants jouent et se baignent sans prêter attention à ce qui peut vivre sous la surface. On s'amuse à se faire peur en parlant de crocodile. On apprendra plus tard qu'il est bien présent. C'est le crocodile des marais qui est régulièrement observé, mais rarement impliqué dans des accidents. Les cormorans se perchent à proximité pour sécher leurs ailes après la pêche. Des sternes survolent la surface de l'eau. Plus loin, des becs ouverts indiens. Leur morphologie particulière, avec un espace entre les deux mandibules, est adaptée à la capture de mollusques. Des groupes de têtards occupent les bordures peu profondes. Le roulier indien se poste souvent à découvert sur un fil ou une branche pour surveiller le sol. Lors des parades, il effectue des vols acrobatiques spectaculaires avec des roulades qui lui ont valu son nom. Le guépier de l'Echenot se distingue par sa tête brun-roux et son corps vert lumineux. Il capture des insectes en plein vol, notamment des abeilles et des guêpes. Avant d'avaler sa proie, il la frappe contre une branche pour neutraliser le dard. Sur les berges, les agas marlequins occupent les zones ensoleillées, alternant phase d'activité et immobilité pour réguler leur température. Nous remontons ensuite le long de la rivière en traversant le parc national Nagarhole Tiger Reserve. Elle a été officiellement créée en 1955 avant d'être intégrée au programme de conservation du tigre en 1999. Elle s'étend aujourd'hui sur environ 640 km² et fait partie d'un ensemble écologique plus vaste avec Bandipur et Wayanad. Un immense figuier marque l'entrée du parc. Ses racines aériennes descendent en rideau depuis la canopée. Certaines peuvent atteindre le sol, s'épaissir et devenir de nouveaux troncs. L'entrée dans le parc impose des règles strictes. Il est interdit de s'arrêter, y compris pour observer ou photographier les animaux. Le non-respect de ces consignes peut entraîner la confiscation du matériel. Le long de la route, plusieurs espèces apparaissent brièvement. Des macaques et des langurs occupent les arbres ou les abords immédiats de la chaussée. Elle est dégradée et utilisée par tout type de véhicules, mais aussi par les piétons des villages alentours. Parfois, des cultures alternent avec la jungle. Des plateformes surélevées, installées dans les arbres sur pilotis, permettent de surveiller les cultures et d'effrayer les animaux si nécessaire. En sortie de parc, la forêt laisse place à de grandes étendues d'eau bordées de plaines herbeuses. C'est le réservoir de la rivière Kabini. Il est créé par un barrage sur la rivière et s'étend sur 60 km². Ces espaces attirent une forte concentration de faune, en particulier pendant la saison sèche, lorsque les ressources en eau deviennent plus rares ailleurs. Sur le trajet du retour, nous faisons une halte dans un village. La traversée de la rivière se fait en barque, comme à l'époque où le pont n'existait pas encore. Dans certains secteurs, ce mode de transport reste le seul moyen de franchir le cours d'eau. Lendemain, réveil à 4h30. Il fait nuit noire, nous prenons la route pour un safari matinal. Tolpeti est l'une des portes d'accès du Wayanad Wildlife Sanctuary, une réserve intégrée à la réserve Nilgiri Biosphère. Créée dans les années 70, cette zone protégée vise à préserver une mosaïque d'habitats favorable à une grande diversité d'espèces. À 6h, nous montons dans une Jeep. Le véhicule est minuscule, la piste est défoncée. Chaque racine et chaque pierre se répercute dans le châssis, on se fait secouer en continu. La forêt s'ouvre par endroits sur des clairières ponctuées de blocs de granit ou sur des zones humides essentielles pour la faune. À proximité d'un point d'eau, des cerfs sans barre se réveillent. Ce sont les plus grands cervidés d'Inde, il est l'une des proies principales du tigre.
Les mangoustes à queue rayée sont des petits carnivores opportunistes. Ils sont réputés pour être de bons chasseurs de serpents. Pas de tigres, pas de léopards et pas de panthères. Et un peu de déception. Pas à cause de la faune car on sait qu'elle ne se montre pas sur commande. Mais on aurait aimé pouvoir prendre un peu plus notre temps. Et on va l'avoir le temps. Nous quittons Tolpeti pour rejoindre Tirunelli. La route traverse la petite ville de Katiculam. Un commerçant nous interpelle. Un pneu est crevé. On embarque dans un tuk-tuk à la recherche d'un garage auto. Bien sûr, on fait l'animation devant le garage. Les conducteurs freinent en voyant 2 Européens par ici. En reprenant la route, des macaques à bonnet assurent le spectacle sur le bas-côté. Leur nom vient de la disposition des poils sur le crâne, formant une sorte de petite calotte. Espèce typique du sud de l'Inde, on les croise partout. Forêts, villages, temples, champs, et parfois même au milieu des embouteillages. Leur groupe compte souvent entre 15 et 40 individus organisés autour d'une hiérarchie bien rodée. Chez les femelles, le rang social se transmet de mère en fille. Les disputes existent, mais évitent généralement de finir en bagarre. Cris, grimaces, courses-poursuites et démonstrations suffisent souvent à régler les tensions. Et pour maintenir la paix sociale, rien de mieux qu'une bonne séance d'épouillage collectif. Chez les macaques, le toilettage sert autant à enlever les parasites qu'à entretenir les alliances politiques du groupe. Les jeunes passent leur journée à courir, grimper, une vraie cour de récréation. Ces singes savent parfaitement tirer profit de la présence humaine. Ils adaptent leurs horaires aux nôtres pour récupérer de la nourriture et ont des techniques de vol particulièrement bien rodées. En fin de journée, c'est l'heure pour les éléphants de sortir de la jungle. Ils quittent les zones forestières pour rejoindre des espaces ouverts, souvent agricoles. Ils viennent s'alimenter, parfois dans les cultures. Ils traversent lentement, les véhicules s'arrêtent et klaxonnent. Sur cette portion de 15 km, nous avons observé plus de faune qu'au cours du safari du matin. Nous arrivons à Tirunelli. Le village est installé sur une colline au-dessus d'une rivière. En contrebas, les rizières occupent l'espace disponible. Dans les cultures, certains oiseaux exploitent les parcelles agricoles profitant des insectes et des petits invertébrés. D'autres utilisent des zones humides en bordure. Au bord de l'eau, les insectes sont nombreux. Papillons, libellules, certaines espèces aux couleurs métalliques se posent sur les pierres pour accumuler la chaleur. La présence humaine reste limitée à une bande étroite autour du village. Très vite, la jungle reprend le dessus. Les arbres referment l'horizon derrière les rizières, créant une frontière nette entre espaces cultivés et forêts sauvages. Nous suivons la rivière dans la jungle. La lumière devient rasante. Un mouvement dans les arbres, puis des aboiements rauques trahissent la présence d'un écureuil géant. Il mesure jusqu'à 90 cm de long, dont une bonne moitié uniquement pour l'équilibre avec sa queue. Strictement arboricole, il se déplace par bonds spectaculaires de plusieurs mètres entre les branches, sans jamais descendre au sol. Nous avançons jusqu'à une zone où la traversée de la rivière semble possible, mais elle est plus profonde qu'elle n'y paraît. Hubert ressort, il est couvert de sangsues. Je fais la maline jusqu'à ce que je vois que je suis également mordu, et ça saigne franchement. Leur salive contient des anticoagulants, ce qui explique le saignement prolongé après détachement. On finit par arriver à s'en débarrasser, non sans émettre quelques petits cris aigus de dégoût. Un peu plus loin, Hubert me fait remarquer des griffures sur un tronc à hauteur d'homme. C'est le tigre. En griffant, l'animal dépose des odeurs grâce aux glandes situées entre les coussinets. La rencontre reste improbable, mais il est bien là. Le soleil se couche, la lumière chute rapidement dans la jungle. Hubert commence à imaginer la rencontre avec le félin. Il paraît qu'il attaque de dos, il me dit. Donc il faut qu'on se mette dos à dos. Bref, on ne demande pas notre reste, on sort de la jungle un peu plus vite qu'on est entré. On redoute le tigre, mais les éléphants sauvages sont certainement la principale menace. On peut voir leurs traces dans les rizières qui bordent la jungle. Selon le gardien, ils sortent entre 2h et 4h du matin. À la nuit tombée, nous repartons vers la rivière, cette fois à la recherche d'amphibiens. Le niveau sonore est très puissant, la faute à la grenouille crica indienne, aussi appelée grenouille des rizières, discrète visuellement mais intense vocalement. Et à Euphlictis celoflictis, associé aux eaux calmes, capable de se déplacer rapidement en surface. Il est 3h du matin, et je suis un affût à l'éléphant, juste au pied d'un jacquier. Les éléphants adorent le jackfruit. Et pas d'éléphant pour cette nuit. Le lendemain, rendez-vous à 8h aux portes du parc Brahmagiri. Tous les départs ont lieu avant 10h, obligatoirement accompagnés d'un ranger. Ce sont souvent des habitants des villages voisins formés pour encadrer les visiteurs. À l'entrée d'un terrier, une araignée loup reste immobile. Son terrier est tapissé de soie formant une extension du sol. Elle y détecte les vibrations prêtes à intercepter une proie. Nous marchons lentement à l'affût du moindre animal. Nous mettons 3 heures pour parcourir 3 km. Le guide écoute les chants d'oiseaux, localise l'individu puis nous approchons lentement, car ils sont timides. En canopée, un groupe de longueur du Nilgiri se déplace discrètement.
Leur pelage sombre contraste avec une tête brun doré. Contrairement aux antennes aux pieds noirs observés la veille, ils sont strictement forestiers. Le guide nous montre ensuite des indices plus discrets, des griffures sur les troncs, des marquages au sol. Le tigre du Bengale est le plus grand prédateur terrestre d'Inde. Le pays abrite aujourd'hui environ 3200 tigres sauvages, soit plus de 70% de la population mondiale. Animal solitaire et territorial, il communique surtout par le marquage. Ces indices transmettent des informations sur le sexe, la taille ou l'état reproducteur de l'individu. Dans ces forêts, voir un tigre reste exceptionnel. Sa présence se détecte surtout à travers les indices. Et les éléphants également. Les guides ramassent du jambon. Leur chair est sombre avec un goût légèrement astringent. Nous atteignons un mirador. 3 étages de métal assemblés au sommet de la colline. L'escalier est très raide et les marches ajourées laissent voir le vide sous les pieds. Je ne suis franchement pas rassurée. Les reliefs des Ghats occidentaux se succèdent jusqu'à l'horizon, alternant forêt, vallée et zones ouvertes. La forêt paraît infinie. Sur la structure niche une hirondelle concolore. Elle vole souvent à proximité des falaises ou des structures rocheuses en exploitant les courants d'air pour capturer des insectes en vol. Nous continuons à prendre de l'altitude. La forêt laisse place à des alpages tropicaux. Sur le versant opposé, des sandbars se déplacent en courant. On le retrouve dans une grande partie de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est, principalement dans les forêts humides. Les groupes sont formés de 3 à 10 individus, composés surtout de femelles et de jeunes, tandis que les grands mâles vivent seuls en dehors de la période de reproduction. Le curcuma sauvage apparaît avec les pluies dans les zones humides et ouvertes des Ghats occidentaux. Son rhizome très aromatique est utilisé dans certaines préparations traditionnelles de l'Ayurveda pour ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Arrivés au sommet, nous sommes sur la frontière entre le Kerala et l'état voisin du Karnataka. Le parc du Brahmagiri protège 64 éléphants, des tigres, des léopards, mais ils sont bien plus souvent vus par les pièges photographiques que par les randonneurs. Il est temps de redescendre bien plus rapidement qu'à la montée. Après le trek, nous faisons une halte près d'un petit temple dédié à Vishnu, l'une des principales divinités de l'hindouisme. Il apparaît souvent avec une peau bleue, symbole de son caractère cosmique et infini. L'entrée est marquée par quelques sculptures creusées dans la roche. À l'intérieur, une flamme brûle en continu. L'Inde est l'un des pays les plus divers sur le plan religieux. L'hindouisme y est majoritaire, mais l'islam, le christianisme, le bouddhisme y occupent également une place importante. Autour du temple, quelques boutiques se sont installées. Objets religieux, souvenirs, mais aussi des produits locaux, du café notamment. On en profite pour acheter de quoi manger, quelques bananes cuites enveloppées dans des feuilles de bananier. Au Kerala, gastronomie rime avec épices et noix de coco. Le matin, les appams, souvent appelés pancakes du Kerala, sont préparés à partir de riz fermenté et de lait de coco. Ils accompagnent souvent des currys légers, parfois à base de légumes. Autre spécialité, le putu. De la farine de riz humidifiée, cuite à la vapeur, en couche alternée avec de la noix de coco râpée. Le long des routes, les petites épiceries rythment les traversées de villages. Elles tiennent dans quelques mètres carrés à peine, mais on y trouve presque tout. Biscuits, épices, savons, piles, boissons, légumes et outils du quotidien. À l'entrée, des sacs de céréales sont posés directement au sol, à côté du poisson séché à l'air libre. Très salé et fortement odorant, il constitue une source de protéines facile à conserver dans ce climat chaud et humide. Les fruits occupent aussi une place importante. Ananas, bananes, pastèques et le fruit du jacquier. C'est le plus gros fruit porté par un arbre, vert à l'extérieur, segmenté jaune à l'intérieur. Une fois ouvert, il libère une odeur puissante et sucrée. Nous en achetons que nous dégustons sur la plage sur la route du retour. On extrait les arilles à la main. Le goût est difficile à comparer, c'est un mélange de mangue et d'ananas. Après le temple, on continue de traverser le village. Un jeune est perché à plusieurs mètres de hauteur, en train de fouiller une cavité dans un arbre. Une ruche est installée, il en extrait des rayons de miel qu'il fait passer à ses amis au sol. On nous en offre. On presse les alvéoles entre 2 doigts et on lèche le miel sauvage qui coule dans notre paume. Ces récolteurs développent une certaine tolérance aux piqûres, acquise par exposition répétée dès le plus jeune âge. Nous reprenons la route en direction de Kochi. Le trajet est long, la circulation reprend rapidement son rythme dense. Son code de la route. La conduite demande une attention continue. Nous faisons une pause en bord de mer. Sur la plage, l'ambiance contraste avec l'intensité de la route. Après plusieurs jours à parcourir la jungle, ce retour au littoral fait transition avant le retour à la ville. À l'approche de Kochi, la densité augmente à nouveau. La ville réapparaît sans véritable rupture comme au départ. Ce voyage se termine là où il a commencé, mais le regard lui a changé. Les paysages traversés, les espèces observées, les interactions entre humains et faune sauvage dessinent un territoire complexe. Et quelque part dans ces forêts toujours invisibles, le tigre continue d'exister. C'est Hubert qui s'y colle, mais c'est une automatique.